Salut tout le monde, c'est Jinji. On avait exploré la dernière fois dans les lectures holistiques remake autour de la gamme de 220, le livre de l'adepte. Maintenant, on va voir ce que donne le livre de l'expert. Voilà. Alors, les livres ne sont pas forcément équivalents en matière de contenu, puisque chaque classe a son ensemble de spécificités. Donc, on va essayer d'explorer ça le plus facilement possible. Donc, allez, on va voir de quoi ça s'est composé. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Bon, le livre de l'expert, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est peut-être un des livres qui arrive à enrichir de manière vraiment très très certaine le contenu qui est proposé dans le livre de base. Explication. Donc là, le livre de l'expert rappelle, l'expert c'est le spécialiste des compétences, de la furtivité ou du social. Dans son background, on a des backgrounds qui sont très terre à terre. C'est-à-dire, il y a différentes définitions de ce qu'est un aventurier. Un expert, c'est un sportif, c'est un aventurier, c'est un professeur, c'est un scientifique, c'est énormément de choses, c'est un diplomate, ça peut être énormément de choses. En gros, ça donne presque l'impression que l'expert, c'est un peu des gens que tu peux croiser au quotidien, mais avec une petite polyvalence en plus. Pas mal de backgrounds qui sont rajoutés, des backgrounds qui sont alignés sur pas mal de choses dans le réel, et avec ça se rajoute avec le fameux problème qui existe dans le jeu de True 20 qu'ils ont voulu instaurer dans True 20 au tout début, et ensuite ils l'ont poursuivi dans Mutant Masterminds, mais dans un cas ou dans l'autre, je trouve que c'est pas nécessairement, c'est pas que c'est mal fait, c'est que ça coûte énormément de choses de le faire. C'est la notion d'arts martiaux. En gros, ils veulent faire en sorte que un spécialiste d'arts martiaux soit composé de plusieurs feats. Sauf que, évidemment, qui dit plusieurs feats, ça veut dire que tu vas passer énormément de ton temps à mettre les éléments des feats là-dedans. Et ça fait que, le truc, c'est que si tu regardes du niveau 1 au niveau 20, la perspective n'est pas très différente de Mutant and Mastermind. C'est-à-dire que niveau 1, t'es plus ou moins un individu normalement constitué. Niveau 5, tu es un des meilleurs, tu es une personne éminente de ta nation. Au niveau 10, tu es très clairement à un niveau de héros. Au niveau 15, tu es un héros au niveau de la Justice League facilement. Et au-dessus, tu as un niveau beaucoup plus élevé, voire même cosmique, etc. etc. Dans True 20, ça ne déroge pas à la règle. C'est exactement ce qui se passe. Et quand tu mets énormément de points là-dedans, de feats pour pouvoir composer un art martial, ça fait beaucoup. Alors moi, j'ai pensé à des alternatives de comment patcher le truc. Que par exemple, les feats ne s'augmentent ou n'existent que dans l'art martial que tu as choisi, et que l'art martial te donne des niveaux de lag. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir justifier le truc. Mais est-ce que aller dans le prolongement de la logique d'un art martial te donne un avantage certain une fois que tu as tout composé, qui va au-delà de l'identité de l'art martial que tu as appris? Oui. Très clairement, oui. Je vous avais donné un exemple dans la vidéo qui était autour du livre de base de True 20, puisqu'on avait comparé Mutant Masterminds et True 20, et je vous avais parlé d'un de mes joueurs qui avait pas beaucoup de pouvoir à proprement parler, mais était focalisé sur le corps à corps et la lutte. Et vous avez vu comment c'était dangereux. Ça là, c'était un ensemble de choses qui ne tournaient pas nécessairement vers les arts martiaux, mais qui prenaient des feats auxquels un artiste martial pouvait récupérer. Donc à partir de là, c'est tout à fait logique en fait que la succession, quand tu prends une succession de feats, ça t'amène dans une direction bien précise. Mais comment expliquer ça? Je trouve que c'est contre-intuitif de faire ça pour un expert, parce que l'expert brille par sa polyvalence. L'expert peut faire plein de choses, mais il brille par sa polyvalence. Il peut avoir une espèce de thème commun qui va venir le diriger,
mais sa polyvalence, je trouve, passe avant. Et c'est quand même bien dommage, je trouve, que tu vas venir mettre des points pour l'artiste martial. Voilà. Après, est-ce que par exemple, quelqu'un qui est de la classe des guerriers peut prendre ces choses-là et prendre cet art martial, peut prendre ce background, peut prendre cet héritage? J'ai l'impression que rien ne l'en empêche. Surtout qu'il y a des trucs, c'est clairement des backgrounds, des choses comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, évidemment, il y a des rôles qui se rajoutent encore une fois. Il y a deux rôles qui sont proposés, trois rôles qui sont plus ou moins proposés. Un rôle qui, en fait, enfin pas trois rôles qui sont proposés, mais plutôt deux. Un rôle qui emprunte principalement les effets d'un expert, plus la mécanique mineure d'une classe, puis de l'autre classe. J'ai oublié de parler de ça aussi pour le livre de l'adepte, c'est que tous les livres de classe te proposent ce qu'on appelle des ability takers, c'est une espèce de grosse capacité spéciale, qui te permet en fait à terme de pouvoir dépenser des points de conviction pour avoir des habilités spéciales. C'est très pratique quand tu veux créer un rôle personnalisé ou que tu prends une classe en particulier mais que la capacité spéciale de base ne te plaît pas. Alors, je vais quand même être honnête là-dessus. Pour que la capacité spéciale, l'habilité cœur proposée par les trois classes, ça te saoule ou que tu ne le veuilles pas, faut être un drôle d'oiseau. Faut vraiment être un drôle d'oiseau. Pour vous donner un rappel, le guerrier, il supprime sa fatigue. L'adepte, il peut utiliser pendant une scène un pouvoir qu'il ne maîtrise pas en temps normal. Et l'expert, il peut gagner un gros lot de points de compétence et voire même prendre 20 comme résultat dans une compétence qu'il n'a pas pendant une scène. C'est des capacités très difficiles à surmonter. Est-ce que ça veut dire que les autres sont inutiles? Non. Je pourrais avoir justement vu et créé pas mal de personnages non-joueurs importants qui avaient ces capacités, ces habilités cœur utilisables. Je peux clairement dire que c'est utile. Mais ça a du mal à surplanter le reste. Après tout ça, on se tourne vers les compétences et c'est simple. Toutes les compétences sont revues. On vous donne de nouvelles interprétations, on vous donne des trucs de course-poursuite, on vous donne des connaissances sur les données. Si par exemple vous voulez travailler la linguistique, ah oui, les structures de langage, etc. Il y a un truc qui s'ajoute en plus, c'est la science, c'est-à-dire les éléments chimiques. Parce que oui, la force de l'adepte, c'est la magie, les effets surnaturels. Le guerrier, c'est les prouesses martiales. L'expert, c'est toutes les compétences. Et un expert peut être un scientifique. Donc, avoir des flasques, manipuler des objets, genre par exemple être une espèce de sapeur qui utilise des choses incendiaires, des flasques de poison, du nitrogène liquide ou des choses comme ça, tu peux l'utiliser. Donc, il n'y a pas que des interprétations des classes existantes. On fait une petite revisite des classes pour expliquer que on peut faire de l'essentialisation de classes s'il y a trop de classes par défaut dans le jeu, ce qui est une bonne chose, je trouve. Et c'est une mécanique que beaucoup de jeux ont voulu faire en se greffant en fait sur une mécanique de classe, c'est-à-dire que il y a des jeux qui, en fait, tu te dis, ah, t'es un voleur, t'as des compétences de voleur. Ça comprend ça. Sauf que il te met les exemples en avant, et les exemples, je dirais que bon, c'est plus pour l'idée des joueurs et de ce qu'ils voudraient faire. Mais, je vais quand même mettre une petite vigilance là-dessus pour une simple et bonne raison, c'est que je trouve que une des faiblesses de True20, parce qu'il a quand même des points faibles, c'est que il fait un truc que beaucoup de gens détestent. Il te donne le choix du choix. Il te dit pas, ah oui, vas-y, nanani, nanana, oui, tu connais ça, ben tu peux faire ça, tu connais ça et tu peux faire ça. Les choses
Ça, c'est du 3.5. C'est du Simili 3.5. Il y a des mécaniques que tu connais dans des jeux de la 3.5. Mais tu vas faire des sélections. Et comme la structure des dégâts, par exemple, ne fonctionne pas pareil, des degrés de réussite fonctionnent différemment, des interprétations de compétences, des interprétations de pouvoir, toutes ces choses-là, ben, en fait, un joueur peut vite se retrouver noyé sur les choses. C'est peut-être le livre de classe le plus indigeste pour un joueur. Parce qu'il te dit, voici des possibilités et tout ça. C'est pour ça que je pense que c'est au boulot, c'est quand même le boulot du meneur de jeu de vulgariser un maximum possible pour pouvoir aider ses joueurs. Voilà. De toutes les façons, je pense que si vous venez à acheter True20, vous n'allez pas en fait demander nécessairement à vos joueurs d'acheter True20 aussi. C'est pas interdit non plus. On a déjà vu des livres de jeux de rôle que vous êtes censé avoir tout en tant que meneur, que les joueurs peuvent les prendre pour comprendre le jeu. Mais d'ailleurs, je tiens à rappeler ça, si vous êtes exclusivement joueur et que vous tombez sur quelqu'un qui joue à True20, si vous vous dites « Ah, je vais acheter les livres de la gamme aussi parce que je veux faire le combo pété de la mort qui tue », oubliez ça tout de suite. C'est un jeu, petit rappel, c'est un jeu anti-méta. Anti-méta dans le sens du min-maxage. Tu peux être très bon, tu peux créer une boucle agressive, si c'est possible, mais elle aura une fin. Et tu ne pourras pas tout couvrir. Et ce que tu as décidé de faire comme choix, les autres choix que tu n'as pas fait, tu vas le ressentir. Et peu importe si tu décides de faire du multiclassage, parce que le livre de base te propose le multiclassage, ou tu vas dire, ah, je vais prendre tel niveau de guerrier, tel niveau d'adepte, tel niveau d'expert. Le multiclassage est plaisant, hein. C'est très facile de gérer le multiclassage dans True20 au passage. Vu qu'on parle d'un livre qui est en rapport avec la polyvalence, on peut faire le multiclassage ici. Quand tu fais du multiclassage, tous les bénéfices que tu as fait pour monter que tu fais pour une montée de niveau en temps normal pour une classe, tu l'appliques juste. C'est-à-dire, tu regardes ton tableau de sauvegarde, ta classe te donne ces sauvegardes-là. Tu as des feats, tu prends des feats. Tu ne peux prendre des feats quand tu prends le multiclassage qui est lié à la classe que tu as choisie. Si tu étais guerrier et que tu prends un niveau d'expert, tu dois prendre un feat général ou d'expert. Tu peux pas prendre un feat d'une autre classe. Si le meneur de jeu vient à créer des rôles qui empruntent à la fois au guerrier, à l'adepte, au guerrier ou l'expert et machin, le multiclassage n'est pas encouragé, en fait. Pour la simple et bonne raison que le fonctionnement sera différent. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faudra systématiquement interdire le multiclassage avec une classe inventée, mais très clairement, ça va alourdir la perception que toi et ton joueur va avoir. Et voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu ne peux pas tout couvrir. Et la seule méta qui existe, c'est tu dois être bon dans la décision de ce que tu as décidé de faire. Et c'est quelque chose qui est très très facilement envisageable. Alors, ces nouvelles interprétations donnent quand même pas mal d'options, tout sachant que le livre de base donne déjà des options basiques plutôt bonnes. Donc on va dire que c'est un bon truc, c'est juste qu'il faut mieux ne pas submerger les joueurs avec ça. Après, vu que la question a été posée sur l'essentialisation, plutôt la condensation des compétences en une seule, est-ce que c'est une bonne chose de faire de la condensation? Ben, moi, je me suis rendu compte que pour avoir fait des campagnes avec ce système, tu peux décider de laisser les compétences telles quelles. C'est-à-dire que tu vois les compétences que tu vois dans la liste du livre de base, reste juste sur ça. Et ça passe. Tu es moins emmerdé en fait. Voilà. Parce que moi j'ai réfléchi, je travaillais sur un setting de science-fiction à un moment donné. Et je voyais que par exemple True20 n'était pas forcément un bon candidat parce que la partie science-fiction
C'est parlé en système impérial, donc c'est un peu compliqué pour moi, mais il fallait que j'adapte les traductions et tout comme ça. Mais qu'en matière de, comment dire ça, en matière de construction de ce que peut faire ton personnage en matière de compétences, bah, par exemple, tu mets conduite pour les véhicules, bah, tu n'as pas dit conduite moto, conduite voiture, conduite camion, tu peux juste mettre conduite, c'est bon. Pilotage, bah, pilotage de vaisseau, pilotage de fighter normaux, fighter spatiaux, ou pilotage de méca, essentialisé, ça passe. Après, si tu considères que chaque méca ou chaque type de véhicule a des manœuvres différentes, ce qui factuellement est le cas. Quand tu as un avion, ben en fait, c'est un peu comme les règles de créatures dans les TTRPG, comme la règle d'oiseau qui se déplace en ronde et qui descend en piqué. Donc la manœuvre pour se déplacer se doit d'être active, c'est-à-dire que dans ton économie d'action, tu es obligé de prendre en compte les mouvements, parce que si ton personnage ne bouge pas, il devient une cible facile en volant. C'est pour ça que je reviens encore sur cette affirmation que font certaines personnes dans les TTRPG du « Ah oui, une classe qui s'est volée de base, c'est cheaté. » Non, c'est pas cheaté. Tu paies les conséquences de ta projection en matière de déplacement systématiquement. Le côté bourrin des TTRPG va dans ce sens. Si un gars est trop rapide et il est trop rapide en volant, ça veut dire que s'il lui arrive une merde alors qu'il est loin, et que, par exemple, il se prend un coup et qu'il est déconcentré et il n'arrive pas à se redresser en volant, s'il n'y a personne pour le sauver, il tombe, il est dans une situation fâcheuse. Si tu as un personnage qui a une vitesse de nage très élevée, c'est probablement qu'il a un lien aquatique et que, par exemple, il se déshydrate plus vite. Et que certaines capacités peuvent le déshydrater plus vite. Et que sa fatigue peut être à un point où, et d'ailleurs c'est indiqué dans le jeu, quand tu te fatigues trop, tu peux en mourir. Voilà. J'avais envie de revenir là-dessus, et voilà. Ensuite, pour les compétences, alors les compétences, la seule chose que je peux vous dire là, enfin pas pour les compétences sur les feats, la seule chose que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'il y a pas mal de feats qui sont enrichis, qui mettent en avant les compétences et qui se greffent aux compétences, ce qui fait qu'ils tombent fatalement dans le même problème que la notion de feat et de don qu'il y avait dans la 3.5, et je trouve ça fort dommage. Patcher ça, c'est pas compliqué. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Soit vous prenez pas les feats, soit vous décidez d'enlever certains prérequis. Je vous avais parlé du fait que le jeu, dans le livre de base, il y avait des capacités qui sont stackables, mais c'est par multiples de 4 niveaux. Vous pouvez reprendre la version supérieure. Vous enlevez cette restriction-là, le jeu n'est pas cheaté. Vous faites pareil. Voilà. Ensuite, il vient aussi à utiliser des mécaniques que vous avez déjà vues dans des classes de Donjons et Dragons, comme par exemple la mécanique de panache, etc., etc. Ou tout de la même manière qu'il y avait une mécanique de rage, une mécanique de, comment ça s'appelle, le châtiment de smite. Voilà. Il y a pas mal de choses, et comme c'est un expert, ça veut dire quand même que sa quantité de feats, la partie qui est dédiée aux feats, je vous dis combien de pages elle a. Ouais, il y a beaucoup de feats, hein. Ouf. Rien que la présentation générale des feats, ça prend 4 pages. C'est pour vous dire la quantité de feats qu'il y a dans le jeu. Voilà. Donc, franchement, open bar, lâchez-vous. Je crois que ce livre-là, il fait partie des livres que je vais hautement recommander parce que de toutes les façons, il vaut mieux avoir les 3 livres de classe. Le cœur des trucs, c'est le livre de base et les 3 livres de classe. Voilà. Parce que je trouve que ça enrichit le jeu et avoir tout de suite les yeux sur les feats, les compétences, leurs interprétations, même si tu peux pas noyer les joueurs avec, pendant les phases où vous montez de niveau ou que vos joueurs réfléchissent à la théorie et sont intéressés par le jeu, s'ils voient certaines choses qui sont utiles ou intéressantes, ils vont aller les chercher et que cette chose-là aura de l'utilité. Et autant je me suis un petit peu, autant j'ai une méfiance vis-à-vis des mécaniques qui sont adaptées des fois de la 3.5, mais la manière dont c'est adapté,
j'ai rarement vu des compétences ou des feats, surtout des feats, qui sont très situationnels. C'est-à-dire tellement situationnels que ouais, tu te dis bof. Il y en a très très peu en fait, au total. Et puis ensuite, il y a la partie optionnelle, mais ça doit être sûrement lié aux aventures, l'exploration, les pièges. Ouais, c'est ça. Il te parle il te parle des différents trucs comme la sécurité. Donc là, on revient un petit peu sur ce que je disais la dernière fois dans le livre de l'adepte. Le livre de l'adepte ne va pas jusqu'aux âges récents. Ce livre-là, par exemple, va jusqu'aux âges récents et voire même au-delà. Donc, par exemple, quand vous faites comment dire ça, quand vous faites un setting d'espionnage, un setting contemporain, un setting d'horreur, un setting de mystère, un setting d'enquête, quand vous voyez qu'il y a des sécurités, des puzzles, des pièges, des trucs comme ça, le livre de l'expert vient enrichir la chose. Donc, c'est quand même pas mal. Ensuite, il y a des équipements, mais les équipements qui sont présentés sont des équipements qui sont en fait des équipements justement qui viennent de l'espionnage, du contemporain, de l'aventure, pas forcément de l'action. Si vous voulez des équipements qui relèvent de l'action, armes et trucs comme ça, vous allez dans le livre du guerrier, où tout est expliqué de l'âge de pierre, il y a de l'arsenal de l'âge de pierre jusqu'à l'âge de gravitation. Voilà. Donc on est quand même bien. Et on arrive ensuite sur la création d'organisation. Et c'est là où, par rapport à ce que je disais dans les vidéos précédentes, les organisations sont explicitement présentées dans tous les livres de classe. Mais le livre qui te parle de comment concevoir une organisation en détail en tant que meneur, c'est l'accès. Et on peut se poser la question, oui, mais est-ce qu'on peut créer une organisation en tant que joueur? La réponse est oui. Vous voyez, à une époque, dans les premières éditions de Donjons et Dragons, les guerriers avaient la capacité de créer leur propre château, leur propre donjon, enfin leur propre forteresse. Ils pouvaient embaucher des gens, des mercenaires, ou des gens d'une compagnie, des soldats. Ils pouvaient faire des gens habiter là-dedans, avec des servants, des suivants, etc., etc. Le jeu, franchement, je trouve que la manière dont les informations sont données, c'est confortable de pouvoir créer quelque chose là-dedans. Parce que il y a une table pour des organisations, organisation générale, organisation de guerriers, organisation d'adeptes ou organisation d'experts. On vous dit, par exemple, vous êtes le leader, vous êtes le responsable de l'organisation. Vous êtes à ce niveau-là. Votre bras droit, il est à ce niveau-là. Votre bras gauche, il est à ce niveau-là. Tous les gens en dessous d'eux, donc les gars qui ont des rangs supérieurs, sont à ce niveau-là. Les soldats de base, ou les sbires, sont à ce niveau-là. Voici leur ligne de sauvegarde. Et pour avoir fait une ville et une organisation comme ça dans un setting qui était lié à True20, c'est-à-dire que j'avais fait une organisation de guerriers et de milices avec une codification assez particulière, j'ai dit, les classes, enfin les gars, ils sont à ce niveau-là, le niveau de l'organisation, il est à ce niveau-là parce que le responsable, il est à ce niveau-là. Ils avaient comme équipement ça, voici le feat qu'ils avaient en particulier, voici ce que le lieutenant a, voici ce que le bras droit a, fin de l'histoire. Et ça fonctionnait plutôt bien. Donc, conclusion, qu'est-ce que je pense du livre de l'expert? C'est peut-être le livre qui est le plus à propos, le plus terre-à-terre et le plus efficace des trois. C'est le plus généreux, mais aussi le plus lourd des trois. Le jeu te donne le choix du choix. L'expert te donne le choix du choix, à nouveau. C'est-à-dire que les autres classes ont des restrictions. Les guerriers, ils ont quand même une belle quantité de points de compétences. L'adepte a une quantité de points de compétences aussi, tout en sachant que les compétences sont liées souvent, ou la quantité de, quand tu gagnes des points de compétences, c'est lié à ton modificateur de savoir. Donc, l'adepte est un peu avantagé. Mais le guerrier n'est pas en reste non plus. Le guerrier, il va surtout briller par ses feats. L'expert, il ne sera jamais aussi fort physiquement que le guerrier.
Et il ne sera pas non plus, il n'aura pas l'horizontalité à l'échelle surnaturelle de l'adepte. Mais l'horizontalité, il l'a quand même. Et il peut venir greffer à ça du savoir, de la furtivité, du social, et aussi des choses un peu plus déjantées comme des connaissances de chimie pour venir emmerder le monde, ou devenir un pilote distingué, ou devenir un cavalier hors pair, ou pouvoir être le maître de son propre bateau. Et s'il a par exemple énormément de ressources parce qu'il a économisé, il peut décider de créer une organisation. Et ça passe, en fait. De toutes les façons, moi je pense à un truc justement par rapport aux organisations. Si par exemple une organisation existe dans un monde de fantasy par exemple, et que par exemple c'est sur les terres d'un roi ou d'une allégeance en particulier, s'il faut payer les impôts, ben moi j'applique la règle de Knave seconde édition. Tu dois payer 10% de la valeur de la bâtisse dans laquelle que tu as formé. Et accumuler les 10% de la valeur du truc en un an, pour un aventurier, je pense que c'est facilement faisable. Surtout s'il va aller dans des ruines anciennes, vendre des artefacts dont il n'a pas besoin, et économiser de l'argent, utiliser ses compétences et son métier pour pouvoir se mettre en avant. Il est capable d'entreprendre un business ou un projet en long, en large, en travers. L'expert est vraiment une classe qui est pas sous-estimée du tout par les gens qui connaissent True20. Je me souviens pas de quelqu'un qui ait joué ou vu ou parlé de True20 et ils ont sous-estimé l'expert. Et je crois que c'est le seul moment où l'expert a brillé parce que je trouve qu'on a perdu beaucoup en passant au système Age pour l'expert. L'expert était vraiment bon dans True20, mais il est devenu vachement moins bien dans le système Age. Donc encore une fois, ça donne un point supplémentaire à True20 à ce niveau-là. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Et pour la prochaine vidéo du remake, on va faire le livre de classe du guerrier. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.